Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre école qu'on appelle le portique. Et comme le portique, en grec, ça se dit stoa, eh bien, c'est ce qui va donner naissance à l'école stoïcienne. Stoïcienne, stoïcien, stoïque, voilà, un certain nombre d'adjectifs qui viennent de stoa, de ce portique qui a été fondé par un certain Zénon, à ne pas confondre, bien entendu, avec notre parménidien Zénon d'Élée et ses énigmes d'Achille et la tortue, de la flèche, enfin bon, toutes ces énigmes qui nous font réfléchir, nuit et jour. Oui. Là, c'est... Non ? Ah bon. Donc là, c'est pas Zénon d'Élée, c'est Zénon de Cityon ou de Citium, selon que ce soit latinisé ou pas. Zénon de Cityon, c'est souvent latinisé en Citium, et Cityon se trouve dans l'île de Chypre. Donc Zénon, Cityon, est originaire de Chypre. Je vous ai marqué ces dates, 336-264, et il va fonder à peu près vers l'an 300, bien entendu avant Jésus-Christ, à Athènes, cette école dans un lieu appelé le portique ou stoa. Stoa poikilé, mais stoa. Et en fait, très souvent, quand on évoque la fondation de cette école stoïcienne, on ne parle pas simplement d'un fondateur, Zénon, mais on parle de 3 personnages qui sont directement liés et qui vont se succéder. C'est pour ça que je vous ai marqué les dates de succession à la tête de l'école stoïcienne. Ce ne sont pas leurs dates de vie, mais leurs dates de... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis école, parce que sinon ils auraient vraiment vécu très peu de temps. Et donc, c'est Cléante qui va succéder à la tête de l'école stoïcienne à la mort de Zénon, et c'est Chrysippe qui va succéder à Cléante. Vous voyez, il n'y a pas de solution de continuité. Chrysippe qui va succéder à Cléante à la tête de l'école stoïcienne. Il naît le jour de sa mort. Non, c'est pas qu'il naît le jour de sa mort, c'est qu'il prend la tête. Cléante prend la tête de l'école stoïcienne à la mort de Zénon. Et comme ça, je vous laisse chercher par vous-même les dates de naissance et de mort de Cléante et Chrysippe. Je ne vous les donne pas. Voilà. Là, c'est les dates où ils ont pris la tête de l'école stoïcienne. Et donc, c'est une école, il faut bien rappeler, grecque, qui va donc se développer pendant au moins 2 siècles à Athènes, avant de connaître un léger sommeil, on va dire. C'est ce qu'on appelle le moyen stoïcisme, avec des gens moins connus, comme Panétus ou Posidonios d'Apamée, bon, moins connus, peut-être encore même que Cléante et Chrysippe. Et puis surtout, cette école stoïcienne va se redéployer, se redévelopper sous l'Empire romain. Donc lors des deux premiers siècles de notre ère cette fois, et c'est là où on a peut-être les représentants les plus connus, les plus célèbres de l'école stoïcienne, avec Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, et aussi Cicéron, que parfois on classe parmi les stoïciens, même si Cicéron en fait a été beaucoup plus éclectique que cela, et qu'il a pas être méchant parce que j'aime bien Cicéron, il va
aller un petit peu dans... oui, je n'osais pas dire qu'il avait touché à tout, mais enfin bon, il va avoir des sympathies pour pas mal de courants, ce qui est... Voilà. No comment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette école stoïcienne va à la fois garder une très grande fidélité aux principes, dogmes fondamentaux qu'on va voir, et va aussi connaître beaucoup de courants différents avec des représentants qui vont avoir des idées assez différentes, assez diversifiées sur un certain nombre d'enseignements, notamment sur la physique. Comme on le verra, une des spécificités de l'école stoïcienne, c'est d'avoir développé vraiment 3 disciplines, mais qui sont vraiment extrêmement, qui sont inséparables à la limite, qui sont la physique, la logique et l'éthique. Physique, logique, éthique, ce qu'on le retrouvera aussi la semaine prochaine chez les épicuriens. Et ce qui est une des caractéristiques de la vision stoïcienne, c'est que ces 3 disciplines font une. C'est-à-dire que la physique n'est pas une discipline étudiée en elle-même, elle a une finalité essentiellement éthique, que la logique aussi n'est pas une discipline rationnelle, intellectuelle en elle-même, qu'elle a aussi une finalité éthique. Donc, physique, logique et éthique, chez les stoïciens, font un, et c'est la fameuse notion de cohérence, ou de solidarité, ou de sympathie, qu'on va trouver comme élément clé chez les stoïciens. Il faut retrouver une cohérence entre les enseignements et le mode de vie. Il faut pas simplement connaître, mais goûter, vivre cette sympathie universelle, c'est-à-dire ces liens de solidarité, on va dire, organique entre les différents composants de l'univers. Donc, un des problèmes que nous avons quand même par rapport à cette école stoïcienne, c'est que nous savons que Zénon et surtout Chrysippe ont beaucoup écrit. On dit que Chrysippe aurait écrit plus de 700 traités, ce qui est énorme, et nous n'avons, on commence à avoir l'habitude, nous n'avons pratiquement rien à notre disposition, tout a disparu, sauf concernant Chrysippe. On a retrouvé à Herculanum un certain nombre de papyrus avec des enseignements de Chrysippe. Et pour le reste de son œuvre monumentale et de Zénon, ce ne sont que des fragments. On a peu de détails aussi sur le fonctionnement de l'école initiale de Zénon, c'est-à-dire l'époque grecque de l'école stoïcienne. Par contre, on a beaucoup plus de détails sur les exercices qui étaient pratiqués dans cette école à travers des témoignages plus tardifs, qui sont les témoignages des Romains. Et c'est en fait grâce à Sénèque, à Épictète, son fameux manuel, à Marc Aurèle et ses fameuses pensées, pour moi-même, que l'on peut en déduire que les exercices qu'il préconise et qu'il pratique étaient ceux déjà préconisés et conseillés dès l'origine de l'école stoïcienne, c'est-à-dire dès l'époque grecque. Et que ces exercices, dont on va largement parler, ont fait, en tout cas à l'époque romaine, à l'époque impériale romaine, le retentissement, le succès de l'école stoïcienne, qui est devenue à cette époque beaucoup plus un mode de vie, une façon de concevoir la vie et d'agir dans la vie, qu'un discours philosophique. C'est pour ça qu'avec le temps,
ce qui reste de l'école stoïcienne, c'est l'éthique essentiellement. C'est-à-dire comment se comporter, comment vivre, comment se situer par rapport à tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc le côté éthique. Mais ce qui est très très important, c'est de comprendre que cette éthique, elle n'arrive pas comme ça du ciel. Hein. Elle est toujours liée, y compris à l'époque romaine, à la physique et à la logique. Alors voilà, donc il y a des téléphones portables qui sonnent. On note de manière objective, il y a des téléphones portables qui sonnent. Et qui s'arrêtent. On s'interdit de juger. Non. Si on est stoïcien, on note de manière objective et on s'interdit un jugement, une représentation négative. On est neutre. Et on est cohérent avec ce que l'on pense, et ce que l'on dit, et ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de trucider celui qui a laissé sonner le téléphone. Hein? Voilà. L'ataraxie, l'apathie, la tranquillité de l'âme, tout va bien. Voilà. Hein? Sans être imbécile et béat. Sans être indifférent dans le sens où on donne aujourd'hui ce terme d'indifférent. On n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de soi, aux circonstances extérieures, mais on travaille son domaine des représentations et des jugements, puisque c'est là où se situe notre liberté. Pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous avons de le juger, de nous le représenter et de vivre avec. Ça, merci les téléphones d'avoir permis de vous délivrer déjà cet enseignement stoïcien, qui ne veut pas dire être stoïque, c'est-à-dire fort, en tension, en faisant fi de ce qui arrive. Là, c'est un contresens qui s'est créé à partir de l'adjectif stoïque. Mais être stoïcien, c'est être dans la souplesse, dans l'adaptation, dans la sympathie universelle, en développant cet espace de liberté intérieure qui est tout le domaine du jugement et de la représentation. Va-t-on donner son assentiment à telle ou telle représentation? Et là, nous sommes libres de le faire, alors que sur beaucoup d'éléments qui nous arrivent, nous n'avons aucune liberté. Donc c'est très encourageant comme enseignement sur le fait que nous ne sommes pas condamnés à subir notre destin, à être esclaves de notre destin, mais que nous avons une marge de manœuvre et d'action. Alors, comme dans les autres écoles, semble-t-il, qu'on a vu, le lycée ou l'académie, il y a une distinction dans l'école de Zénon entre les simples auditeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent suivre l'enseignement de manière ponctuelle, et puis les membres de l'école qui, eux, suivent un enseignement beaucoup plus suivi et pratiquent justement ces exercices dont on parlera tout à l'heure. Un élément que je trouve intéressant, c'est que Zénon a été presque adulé de son vivant et à sa mort, ce qui nous permet de voir qu'à Athènes, en l'espace d'un siècle, l'attitude par rapport à la philosophie a changé, a évolué, puisqu'il y a eu un décret qui a été promulgué en 261 avant Jésus-Christ, donc 3 ans après la mort de Zénon, en son honneur, décret promulgué par la cité d'Athènes,
et ce décret honorait Zénon d'une couronne d'or et faisait construire pour lui un tombeau aux frais de la cité. Et le texte de ce décret est quand même intéressant puisqu'il dit « Attendu que Zénon, de Kition, qui de longues années a vécu selon la philosophie dans la cité, non seulement s'est montré homme de bien en toute occasion, mais en particulier par ses encouragements à la vertu et à la tempérance, a excité à la conduite la meilleure ceux des jeunes gens qui venaient se mettre à son école, offrant à tous le modèle d'une vie qui s'accordait toujours aux principes qu'il enseignait. » Voilà le texte de ce décret qui est un magnifique hommage à l'enseignement de Zénon. Et en fait, qu'est-ce qu'on loue essentiellement dans l'œuvre de Zénon? Pas tant ses discours philosophiques, enfin ses discours théoriques, que le mode de vie qu'il a eu et l'éducation qu'il a donnée à la jeunesse. Donc, vous voyez qu'on est loin de 399, du procès intenté par cette même cité d'Athènes à Socrate, avec aussi, rappelez-vous, cette accusation de corruption de la jeunesse. Donc là, on loue en Zénon le modèle d'une vie qui s'accorde toujours aux principes qu'il enseigne. Donc, qu'est-ce qu'on va louer en Zénon? Le genre de vie qu'il mène, l'éducation qu'il donne à la jeunesse, l'accord, je reprendrai ce concept qui me semble essentiel, la cohérence entre son discours et sa vie, et le mode de vie qu'il préconise et qu'il conseille aux jeunes qui le côtoient. Alors, il y a certains qui vont se moquer quand même, il y a certaines comédies de l'époque qui font allusion à la vie austère que vont préconiser les stoïciens depuis le départ. Et il y a une comédie qui dit « un pain, des figues, un peu d'eau ». Celui-là philosophe une philosophie nouvelle. Il enseigne la faim et trouve malgré tout des disciples. C'est dire si dès le départ, ce régime, ce mode de vie stoïcien va être pour le moins frugal, austère, le strict minimum. Ce que l'on va retrouver aussi chez les épicuriens, mais là, chez les stoïciens, c'est vraiment très, très clair. L'institution scolaire, on va dire, stoïcienne va se diversifier au cours des années, et il va y avoir de multiples lieux d'enseignement, donc pas simplement le portique à Athènes, mais il va y avoir beaucoup d'antennes, on peut dire, de petites écoles stoïciennes qui vont se créer et qui vont correspondre à ces différents courants doctrinaux qui vont voir le jour à partir de la mort de Zénon. Ah, c'est la révolte ce matin. Alors, comme les écoles qu'on a vues, qui se rattachent à cette tradition socratique, comme dans l'académie, comme dans le lycée, l'enseignement stoïcien a toujours une double finalité. C'est-à-dire former des citoyens et si possible des citoyens qui prennent des responsabilités dans la cité, donc former des citoyens, former des hommes politiques, mais aussi former des philosophes. Donc, par rapport à cette double finalité, vous voyez que chaque école va développer une vision un petit peu différente. Dans l'académie de Platon, on forme des philosophes pour que ce soit eux qui aient les responsabilités politiques. Chez Aristote, on va distinguer
la formation qu'il faut pour avoir ses responsabilités politiques et la formation philosophique plus axée sur la réflexion et la contemplation, la fameuse théoria. Et chez les stoïciens, compte tenu de cette cohérence, cette vision organique des choses et de sympathie universelle, c'est les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on forme des philosophes pour qu'ils soient de bons citoyens et pour qu'éventuellement ils aient des responsabilités politiques, mais ce n'est pas du tout aussi marqué que dans l'académie de Platon. Dans la mesure aussi où l'école stoïcienne se veut ouverte, largement ouverte à tous, c'est ce qui va rester aussi dans la postérité de cette école, ouverte à tous, les hommes libres, les esclaves, les hommes, les femmes, les riches, ceux qui peuvent, comme Aristote disait, avoir une vie de loisir, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de travailler, mais aussi, là, l'école stoïcienne, comme ce sera le cas aussi de l'école épicurienne, se veut vraiment ouverte à tous, même ceux qui n'ont pas de fortune, et même ceux qui sont obligés de travailler dans la cité d'Athènes. Donc ça, c'est une des spécificités de cette école stoïcienne, de vouloir toucher vraiment le plus grand nombre. C'est pour ça que c'est d'abord, avant tout, se former en tant que citoyen. Philosophe, citoyen, citoyen du monde, comme ils diront, et pas simplement se former pour une carrière politique. C'est pour ça aussi que dans cette ouverture à tous, disons au plus grand nombre, ce qui reste aujourd'hui dans l'imaginaire par rapport à cette école stoïcienne, c'est le côté éthique, justement. Le mode de vie, puisque la physique, surtout la physique stoïcienne n'est pas évidente, disons, et ne pouvait ne pas s'adresser forcément à tous dans la compréhension de sa subtilité. Par contre, pour l'éthique et le mode de vie, oui. Et était appelé philosophe stoïcien celui qui, avant tout, avait ce mode de vie stoïcien, même s'il ne connaissait pas le discours doctrinal stoïcien, notamment en ce qui concerne la physique. Ça va, c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que stoïcien, voilà, on associe souvent à ce terme stoïque, mais là j'insiste qu'il y a un petit contresens. On reviendra. Alors, ça c'était ma petite introduction. Gouverner, oui, mais surtout se gouverner soi-même. Surtout se gouverner soi-même. Puisque le gouvernement de la cité, de toute façon, ne peut se faire de manière correcte qu'à partir d'individus qui savent se gouverner eux-mêmes. Là-dessus, c'est très socratique, c'est très platonicien, c'est aussi aristotélicien, disons que là, il n'y a pas d'innovation particulière. Alors, quel est le choix fondamental des stoïciens ? C'est, on pourrait dire, fondamentalement, un choix qu'a exprimé Socrate déjà. Dans l'Apologie de Socrate, qui est un dialogue de Platon, il est dit, dans la bouche de Socrate, « Pour l'homme de bien, il n'y a pas de mal possible, qu'il soit vivant ou mort. Pour l'homme de bien, il n'y a pas de mal possible. » C'est-à-dire que l'homme stoïcien, le philosophe stoïcien, a pour objectif d'être un homme de bien. Et l'homme de bien considère que le seul mal qui soit est le mal moral ou éthique. C'est là où on va trouver le côté éthique. Et que le seul bien qui soit, c'est le bien moral. C'est-à-dire ce que les stoïciens vont aussi appeler le devoir ou la vertu.
c'est ce bien moral, la valeur suprême pour laquelle il ne faut pas hésiter à affronter la mort. C'est-à-dire, ça fait partie de cette cohérence un peu jusqu'au-boutiste du stoïcien, que d'aller, y compris jusqu'à la mort, pour rester cet homme de bien. Et plus tard, lorsque Sénèque recevra l'ordre de se suicider de la part de Néron, il le fera sans état d'âme. Il empêchera simplement à son épouse de faire la même chose, puisque pour elle, l'enjeu n'était pas le même. Mais, bon, c'est là encore avec la mort de Sénèque, vous avez un exemple de vie stoïcienne, jusqu'à la limite, évidemment, mais c'est ce qui va rendre aussi Sénèque célèbre, de même que la mort de Socrate va jouer dans la réputation et la pérennité de l'image de Socrate. Donc, on ne demande pas aux stoïciens, tous les citoyens stoïciens, philosophes, d'aller jusqu'à cette extrémité, de mettre leur vie en jeu, mais si le fait de rester homme de bien suppose d'affronter la mort, eh bien oui, il faut le faire. Et donner son assentiment à, de toute façon, cette représentation de la mort qui va être un des exercices pratiqués par les stoïciens, qui est, comme on l'a déjà vu dans d'autres écoles, de le voir comme un phénomène tout à fait naturel et qui ne doit pas susciter de peur ni d'angoisse. Donc, le bien, c'est le bien moral, la vertu, le devoir, et le seul mal qui existe, c'est le mal moral. Donc, c'est une exigence du bien. Donc, on peut dire que le choix stoïcien se situe dans la droite ligne socratique, faire le bien, être homme de bien, qui était aussi le leitmotiv de Socrate. Sauf que chez les stoïciens, cette exigence de bien va être dictée par la raison. Ce qui n'est pas le cas dans le choix socratique. Et on va développer qu'est-ce que c'est que cette raison, avec un R majuscule, dans certains cas, développée par les stoïciens. Le bien moral est accessible à tous. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'école stoïcienne. Donc, d'où vient cette préconisation et cette exigence de bien moral? D'un constat. Et l'expérience ou l'éthique stoïcienne va partir d'un constat, ou plus exactement d'une prise de conscience aiguë de la situation tragique de l'homme confronté à son destin. C'est-à-dire, le point de départ, si vous voulez, de la réflexion stoïcienne, c'est que l'homme, l'être humain, est dans une situation tragique parce qu'il est soumis à des forces contradictoires. Et, entre autres, il est confronté à cette fameuse notion du destin. Donc, que disent les stoïciens? C'est qu'apparemment, nous ne sommes libres de rien. Apparemment, nous ne sommes libres de rien, car il ne dépend absolument pas de nous d'être beau, d'être fort, d'être en bonne santé, d'être riche, d'éprouver le plaisir ou d'échapper à la souffrance. C'est-à-dire que tout cela dépend de causes extérieures à nous. Et ça fait une partie de notre destin. C'est donc comme s'il y avait une sorte de nécessité
que les stoïciens vont voir un peu comme une nécessité inexorable, donc qui de toute façon va s'exprimer, nécessité, qui s'exprime de manière indifférente à notre intérêt individuel. Il y a quelque chose qui nous échappe dans notre destin, un certain nombre de circonstances extérieures qui font que nous sommes tel ou tel, et sur lesquelles nous n'y pouvons rien. C'est une nécessité, et donc, même si cela vient contredire notre intérêt individuel, là-dessus, nous ne pouvons pas grand-chose. Et ce destin peut briser nos aspirations et nos espoirs. Comme dit plus tard, pas Zénon, mais Épictète, nous sommes livrés sans défense aux accidents de la vie, aux revers de fortune, à la maladie, à la mort. Tout dans notre vie nous échappe. Il en résulte que les hommes sont dans le malheur, ils souffrent, parce qu'ils cherchent passionnément à acquérir des biens qu'ils ne peuvent obtenir, ou à fuir des maux qui sont inévitables. C'est-à-dire, quelque part, si l'homme souffre, c'est parce qu'il se rebelle, il se révolte contre ces éléments extérieurs à nous, qui nous déterminent en grande partie, mais contre lesquels nous ne pouvons rien. Ça, c'est le constat. Et comme on le verra tout à l'heure, c'est un constat éthique, mais qui provient de leur conception de la physique de l'univers. Alors, ça semble très pessimiste. Il y a un mais à ce constat, bien évidemment. Il y a une seule chose, mais qui est énorme, qui est immense, qui dépend de nous, et que rien ni personne ne peut nous arracher, ne peut nous enlever, c'est cette volonté de faire le bien et d'agir conformément à la raison. Donc là, vous avez maître mot stoïcien, volonté de faire le bien, quelles que soient les circonstances extérieures dans lesquelles nous sommes plongés, volonté de faire le bien, et volonté, qui est un synonyme en fait pour les stoïciens, d'agir conformément à la raison, ou, comme on va le voir, à la nature. Agir conformément à la nature, agir conformément à sa nature. Donc, ce que vont développer, au moins en éthique, là je commence un peu par l'éthique, on va remonter à la physique tout à l'heure, c'est qu'il y a une opposition radicale entre, comme le dit très très clairement Épictète au début de son manuel, entre ce qui dépend de nous et qui peut être fait de manière bonne ou mauvaise, ça fait partie de la liberté justement de l'homme, ce qui dépend de nous, parce que c'est l'objet de notre volonté et de notre décision, ça c'est une chose, et qui s'oppose à ce qui ne dépend pas de nous, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui dépend de causes extérieures, du destin, quelque part, et qui doit nous être indifférent. Donc l'éthique stoïcienne, c'est comment devenir indifférent, et il faut bien comprendre ce que veut dire indifférent. Ça veut dire accueillir de manière neutre tout ce qui ne dépend pas de nous. Ça ne veut pas être indifférent dans le sens de s'enfermer dans une sorte de château fort, de bunker, de dire « moi, de toute façon, tout m'est égal, tout m'est indifférent, je ne ressens rien ». Non, c'est pas ça, l'indifférence. L'indifférence stoïcienne, c'est de ne pas faire de différence dans ce qui nous arrive,
dans toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, de ne pas faire de différence, c'est-à-dire de mettre des étiquettes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est injuste, ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça c'est pas de l'indifférence, c'est qu'on fait les différences entre ce que l'on juge bon ou ce que l'on juge mauvais. Donc l'indifférence, c'est ne pas se draper dans une sorte de froideur ou d'esprit justement stoïque où on tient. C'est pas du tout ça. C'est d'être hyper perméable aux circonstances extérieures, mais de les accueillir avec équanimité, c'est-à-dire avec égalité. Le téléphone sonne, le téléphone ne sonne pas, c'est égal. C'est égal. C'est égal. Parce que ce qui va nous faire souffrir, c'est pas que le téléphone sonne, c'est qu'on va réagir. C'est ça qui nous fait souffrir. Ça, c'est la clé de la vision stoïcienne. N'en rajoutons pas par nos jugements et nos représentations, de toute façon, ce qui nous arrive, qui est parfois déjà difficile. Donc, je redéfinis la notion d'indifférence, parce que bien souvent on a interprété l'éthique stoïcienne comme une sorte de fatalisme. Et moi je suis intimement persuadée qu'il n'en est rien. Parce que sinon, si vraiment l'homme devait subir, être esclave de son destin, pourquoi écrire tout ça? Pourquoi écrire 700 traités sur comment être libre? Enfin, là, il y a un manque de cohérence, me semble-t-il. Donc, si les stoïciens ont écrit, ont enseigné, ont conseillé pendant plusieurs siècles sur comment devenir tranquille et libre, c'est bien qu'il y a une possibilité de l'être. Et donc, de ne pas être un esclave enchaîné au fameux destin ou fatum. Bon. Donc, c'est cette volonté de faire le bien qui est fondée sur cette distinction, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, qui est ce que Pierre Hadot va appeler la citadelle inexpugnable, la citadelle intérieure, comme il l'appelle, la citadelle intérieure inexpugnable, c'est-à-dire que personne ne peut prendre à l'intérieur de soi cette volonté de faire le bien que chacun doit construire en lui. Et là, c'est une sorte d'îlot, de citadelle imprenable qui permet de naviguer dans la vie, de naviguer dans la tempête, de naviguer à contre-courant, de naviguer quelles que soient les circonstances, qu'elles semblent favorables ou pas. Donc c'est dans cette citadelle intérieure que le stoïcien va trouver sa liberté, son indépendance, son invulnérabilité et surtout cette valeur donc éminemment stoïcienne, la cohérence avec lui-même. Il va se sentir cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire être cohérent? Ça veut dire retrouver une unité. Une unité de pensée, de jugement et d'action, et de sentiment. C'est ça la cohérence. C'est de ne pas se sentir tiraillé ou éclaté entre différentes forces antagonistes. Sénèque résume cette attitude de cohérence de la manière suivante, parce que l'intérêt des stoïciens, c'est qu'ils ont des formules extrêmement courtes, synthétiques, et qui sont faciles à mémoriser. Ça sera aussi le grand travail des épicuriens. On résume l'enseignement dans des petites phrases et qui vont aider à vivre. Et donc Sénèque a cette formule: toujours vouloir la même chose, toujours refuser la même chose. Alors on peut se dire, c'était vraiment des têtus, ces stoïciens qui s'entêtaient. Non. Il explique, Sénèque, que
Pourquoi ça? Pourquoi vouloir toujours la même chose? Pourquoi refuser toujours la même chose? C'est parce que la même chose ne peut universellement et constamment plaire que si elle est moralement droite. C'est-à-dire toujours vouloir la même chose, dans le sens de vouloir faire le bien, vouloir la droiture, la rectitude de l'action et de la pensée, et toujours refuser ce qui n'est pas cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas à chaque instant se poser la question, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que même si on a le principe, après, la difficulté, c'est dans le jugement, le discernement. Qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Donc, vous voyez, le critère est très simple. Le critère est simple. Après, toute la difficulté et l'intérêt de la vie, c'est que il va falloir à chaque instant se poser la question. C'est pour ça que l'éthique stoïcienne est une éthique aussi de l'attention, de la vigilance à soi-même, d'une énorme attention à ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense. C'est pas de tout repos, d'être stoïcien. Cette cohérence avec soi, c'est le propre de la raison. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la physique. C'est-à-dire que tout discours rationnel ne peut être que cohérent avec lui-même. Donc le stoïcien est quelqu'un qui se veut rationnel. C'est la rationalité qui va être à la fois cosmique et individuelle. Zénon, lui, définit le choix de vie stoïcien, vivre d'une manière cohérente. Qu'est-ce que c'est que vivre d'une manière cohérente? C'est vivre selon une règle de vie une et harmonieuse. Non, ça va. Alors, il y a du soleil, ça c'est une circonstance extérieure. Voilà. Le soleil arrive, nous arrivons vers le printemps, donc on verra après si on doit fermer le rideau ou pas, mais voilà, on prend ça comme une évidence, le soleil est là. Vous voyez, on a à chaque instant des occasions de pratiquer l'éthique stoïcienne. Donc il fait chaud, il y a le soleil. Et on continue à écouter avec autant de passion ce qui est en train d'être dit, parce que ça c'est important. Qu'on ait chaud, qu'on ait froid, peu nous chaud. Mais tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, Voilà, d'accepter ces conditions épouvantables avec équanimité ou d'en faire une source de réaction. Bon, ça semble moralisateur. Ça l'est pas parce que cette éthique stoïcienne s'ancre dans la physique. Donc, ce n'est pas simplement une éthique, une morale à petite semaine, c'est très profond. C'est très profond. Alors, je peux répéter la phrase de Zénon, tout à fait. Vivre d'une manière cohérente, c'est-à-dire selon une règle de vie une et harmonieuse. Donc, vous voyez, la cohérence, c'est ça, une règle de vie une et harmonieuse. Car ceux qui vivent dans l'incohérence sont malheureux. Voilà, quelques éléments de l'éthique. Excusez-moi, j'ai une question. Parce qu'on parle d'éthique, de physique, mais quel est le sens donné à physique?
Voilà, alors j'y arrive. Donc ça, c'était une petite introduction sur l'éthique, pour déjà vous donner les éléments essentiels de l'éthique stoïcienne. Maintenant, le discours philosophique stoïcien, qui probablement était assez subtil, assez complexe, même si on a très peu d'éléments. Ce discours philosophique théorique comporte 3 parties. La physique, et ça, c'est comme chez les présocratiques ou chez Platon, la physique, c'est l'étude de la physis, de la nature. Hein? Tant qu'on est chez les Grecs, la physique, c'est l'étude de la physis, c'est-à-dire l'univers, la nature, les lois de la nature. Ça ne change pas. Deuxième discipline, la logique. Donc, comment fonctionner avec le logos, logique, logos, c'est-à-dire, pour les stoïciens, la raison. La raison universelle et la raison qui est en chacun de nous. Donc, physique, la physis, logique, le logos. Qu'est-ce qu'on fait avec ce logos? Comment on s'en sert? Et conséquence, l'éthique. Comment on se conduit dans la vie quotidienne. Donc ce sont 3 disciplines, physique, logique, éthique, qui sont, vraiment j'insiste lourdement, inséparables chez les stoïciens. Alors, et comme ils le disent eux-mêmes, la physique n'est enseignée que pour pouvoir enseigner la distinction qu'il faut établir au sujet des biens et des maux. C'est-à-dire, la physique a une finalité éthique. Et on n'étudie pas la physique pour la physique, pour développer ses connaissances, son savoir. On étudie la physique pour l'éthique. Et c'est le discours sur la physique qui va justifier le choix de vie dont nous venons de parler. Alors, la physique stoïcienne, c'est la mise en évidence de la raison universelle. Qu'est-ce que c'est cette raison universelle? Les stoïciens expliquent que dès le premier instant de son existence, donc d'emblée, l'univers, le vivant, est accordé à lui-même. Il est dans un état d'harmonie. Il résonne, il est accordé avec lui-même et il va tendre à se conserver lui-même, à aimer sa propre existence, tout ce qui peut le conserver. Donc l'univers lui-même est organisé, il est cohérent, il est harmonieux, il est une unité. Il est une unité, on pourrait dire aujourd'hui, systémique, organique. C'est-à-dire que toutes les parties de cet univers sont solidaires les unes avec les autres, sont imbriquées les unes dans les autres. C'est pour ça que dès qu'on touche à une partie, on va toucher l'ensemble, le grand tout. Il y a une solidarité, une sympathie. Pas dans le sens émotionnel du terme, on s'aime pas, mais comme vous voyez déjà les atomistes, des atomes crochus qui font que l'univers est harmonieux, est organique, c'est une unité organique. Et cet univers, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est mu ou ordonné, organisé par la raison. Nous sommes face à un univers rationnel. Comme dit Marc Aurèle dans ses pensées, serait-il possible qu'il y ait l'ordre en nous et que le désordre règne dans le tout? Ça veut dire que l'univers est essentiellement ordre,
ordonné, organisé. Et on a donc cette notion de raison avec une majuscule, la raison de l'univers, la raison du tout, qui va se refléter, puisque tout est lié, dans la raison humaine. La parcelle de raison que nous avons provient de cette raison cosmique, de cette raison universelle. Pour les stoïciens, il y a microcosme, macrocosme, mais qui sont indéfectiblement liés. Ça veut dire que dans l'éthique, et vous voyez, on bascule toujours de la physique à l'éthique, vivre selon le bien, vivre en homme de bien, c'est vivre conformément à la raison et donc vivre conformément à la nature, conformément à la loi universelle qui meut de l'intérieur l'évolution du monde. C'est-à-dire, il y a des synonymes. Volonté de faire le bien, vivre selon la nature, vivre selon la raison. Tout ça est synonyme. Et si chaque être humain vit selon la raison, dans la mesure où il voit cette raison discursive, personnelle, comme une parcelle de la raison cosmique, eh bien, en vivant ainsi, l'homme participe ou coparticipe de cette harmonie universelle. Il est un acteur et pas simplement un observateur de cette harmonie universelle. Ça, c'est très important pour combattre l'idée de fatalisme. Chaque être humain a un rôle à jouer dans ce mode de vie rationnel, parce qu'il n'est pas artificiel, il est naturel. Et le bonheur stoïcien, c'est le fait d'agir conformément à cette nature, à cette loi universelle, à cette raison. Et dès qu'on s'en écarte, c'est là où vient la disharmonie, le désordre, le malheur, la souffrance. Donc, pour un stoïcien qui souffre, la question c'est: en quoi me suis-je éloigné de la loi naturelle? En quoi me suis-je éloigné de la nature, de la raison? Ça, c'est l'enseignement de la physique stoïcienne, où cette raison, comme on va le voir, n'est pas transcendante, n'est pas extérieure au monde, mais elle est dedans. Elle est inhérente au monde, immanente, on dit parfois. Elle est dedans. Il y a une très très belle image que donne Zénon, c'est qu'il dit le logos, c'est-à-dire la raison, coule à travers la substance comme du miel dans les rayons. C'est-à-dire le logos, puisque comme on va le voir, la physique stoïcienne emprunte des éléments à Héraclite et au logos d'Héraclite, eh bien ce logos coule, c'est-à-dire en fait imprègne la matière comme du miel qui coule dans les rayons. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication. Comment ? Excusez-moi, je n'ai pas saisi la première partie de la phrase. La première partie de la phrase de Zénon. Il coule, c'est-à-dire le logos, la raison coule à travers elle, c'est-à-dire à travers la matière, la substance, comme du miel dans les rayons. Bon, c'est une image. Les rayons d'une ruche, vous savez, c'est un modèle quand même d'organisation. C'est hyper géométrique, c'est hyper harmonieux. Bon. Et il y a donc cette image d'une structure organique, la structure des rayons, et en même temps cette fluidité du miel qui va couler à travers les rayons. Ça, c'est l'image de l'univers, du cosmos stoïcien. Alors,
quelques éléments par rapport à cette inspiration qui vient d'Héraclite. Ils suivent Héraclite dans le fait que cette harmonie du cosmos provient d'une intelligence qui la dirige. Et Héraclite, déjà, avait apporté cette notion de logos, d'intelligence, que les stoïciens vont traduire par raison. Donc, quand on parle de la raison stoïcienne, il ne faut pas imaginer simplement le petit côté rationnel ou de raisonnement ou d'intellect, mais c'est quelque chose de très vaste, d'intelligence cosmique. Ce n'est pas simplement la capacité de raisonnement, c'est beaucoup plus vaste. C'est l'intelligence, c'est-à-dire l'ensemble des lois de la nature. Et donc, ce logos divin qui dirige le monde, pour les stoïciens, il est intérieur au monde, il est intégré dans le monde. C'est pour ça qu'il y a une telle imbrication du logos, de la raison, de l'intelligence et de la matière ou de la substance dans laquelle il évolue, qu'on ne sait pas distinguer la raison et la substance. Et elles font corps. C'est ça, cette idée de sympathie universelle. Les choses font corps. C'est pour ça qu'on parle d'une unité organique. C'est très systémique, très moderne. Enfin, pas moderne, postmoderne, comme vision. Puisque un seul élément se caractérise davantage par les liens qu'il a avec les autres que par sa nature propre. Aucun élément n'est isolé dans l'univers. Et évidemment, aucun être humain n'est isolé, ou ne peut s'isoler, puisqu'il fait partie de cette raison universelle. Chacun a une parcelle de cette raison universelle, a une raison discursive en lui. Mais l'erreur de l'homme serait de considérer que c'est sa raison, à lui, de manière indépendante des raisons des autres ou des raisons de l'univers. Vous voyez cette solidarité. Ça, alors, c'est physique, c'est logique, c'est éthique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solidarité. Bon. Revenons à la vision de l'univers, à la physique. Sinon, ces notions éthiques ne sont que des notions éthiques et peuvent déboucher sur une moralisation, mais qui n'est absolument pas philosophique dans ce sens, puisqu'elle n'est pas rattachée à une cause. C'est simplement des codes de comportement. Ça, c'est très différent. D'où l'intérêt d'étudier la physique et la logique, pour ne pas voir chez les stoïciens que simplement une morale. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ça va ? Oui. Donc, pour les stoïciens, tous les corps sont des tout organiques. Le monde est un tout organique. Il y a un seul univers, un seul cosmos, qui va se répéter une infinité de fois. Là, on a chez les stoïciens une vision cyclique de l'éternel retour. C'est un seul univers et qui revient. Et là, on va trouver un petit peu cette même idée empruntée à Héraclite. Dans cet univers, tout s'enchaîne nécessairement. On a vraiment un principe de causalité, un principe de cause à effet, qui fait que les phénomènes vont s'enchaîner. Il n'y a pas de mouvement sans cause. S'il en est ainsi, tout arrive par les causes qui donnent l'impulsion. S'il en est ainsi, tout arrive par le destin. C'est-à-dire, il y a une sorte de nécessité qui fait que les choses s'enchaînent et arrivent comme elles arrivent. Et, comme je disais tout à l'heure, l'espace de liberté de l'être humain, c'est de prendre un petit peu de distance par rapport à ce processus d'enchaînement et de savoir s'il y donne son assentiment ou pas. Ça, c'est la logique. Là, on va
dans cette deuxième discipline, qui est la logique, c'est-à-dire comment fonctionnons-nous avec notre petit logos, notre petite raison. Et la raison humaine, à la différence de la raison animale ou de la raison végétale, de la raison minérale, la raison humaine est capable, c'est la raison discursive, elle est capable de juger. Parce qu'elle va se faire une représentation de l'univers et des principes qui sont expliqués dans la physique. Et elle va pouvoir soit se couler, un peu comme le miel, se couler dans ces lois de la nature, et donner donc son assentiment à ce fonctionnement naturel, soit se rebeller, de manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire être à côté. Et c'est là où, pour les stoïciens, se situe la souffrance et le malheur de l'homme. Donc être heureux, c'est finalement assez simple. C'est connaître les lois de la nature et y obéir. Mais y obéir, pas de manière fataliste, en disant, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est pas ça. C'est y obéir parce qu'on sait que ce sont ces mêmes lois qui nous régissent, qui régissent l'infiniment grand, l'infiniment petit, et qu'il y a une intelligence dans ces lois. Et que la bêtise, c'est de se révolter contre cette intelligence. Parce qu'on ne fait que faire courir soi-même et l'univers à sa perte. Le moindre événement implique toute une série de causes, l'enchaînement de tous les événements antérieurs, mais aussi postérieurs. Et cette raison cosmique ne peut agir autrement qu'elle n'agit, parce qu'elle est parfaitement rationnelle. Disons, là, c'est vraiment, on dirait peut-être un acte de foi, penser que cette raison cosmique, elle ne peut pas s'exprimer autrement, parce que c'est la meilleure manière qu'elle a pour s'exprimer. Donc, nous-mêmes, nous sommes mus par cette raison d'intelligence, d'harmonie, et qui nous permet de faire le bien. Alors, quelle liberté, donc, ça c'est quelque chose évidemment très, très puissant dans le stoïcisme, quelle liberté a l'être humain? Eh bien, sa liberté est une liberté de choix. Il peut, comme dit Marc Aurèle, soit refuser d'accepter le destin, se révolter contre l'ordre universel, agir et penser contre la raison universelle et contre la nature, c'est-à-dire se séparer de l'univers, devenir un étranger, un exilé de la grande cité du monde. Et ça, pour un stoïcien, c'est ce qu'il y a de pire, puisque l'idéal éthique du stoïcien, c'est d'être un citoyen du monde. Ni citoyen d'Athènes, ni citoyen de Rome, mais citoyen du monde. Et pour cela, il ne faut pas se sortir du monde, s'exiler du monde, se séparer du monde. Il faut accepter de faire partie du monde. Un exilé de l'univers. C'est à partir du moment où, le dit Marc Aurèle, on se révolte contre l'ordre universel, contre cette nature, eh bien, on se met hors jeu. On se met hors du monde, on se sépare de l'univers, on devient un exilé. Et cet exil, qui va-t-il sanctionner? Plus l'être humain que l'univers. Il va y avoir une répercussion. Dès qu'un homme sort de l'univers, ça va avoir une répercussion sur l'univers, mais moindre que la répercussion sur l'individu lui-même.
qui va se sentir solitaire. Comme dit soi-disant Cléante, une formule de Cléante reprise par Sénèque, le destin guide celui qui l'accepte, il traîne celui qui lui résiste. Le destin guide celui qui l'accepte, il traîne celui qui lui résiste. Bon, c'est fort. Et là, c'est vrai que c'est une phrase qui peut donner l'impression que la liberté humaine, elle est limitée. Mais moi, je milite vraiment pour la liberté chez les stoïciens. Qui a dit ça? Ça, c'est moi. Mais Cléante. Le deuxième, qui est très peu connu, Cléante. Et pour moi, c'est vrai que c'est pour ça que je lui voue une grande admiration et reconnaissance. C'est à Pierre Hadot, parce que je crois que dans sa relecture, dans son interprétation des pensées de Marc Aurèle, où il explique bien que ces pensées, il les a écrites sous la tente, la nuit, entre deux combats, c'était un exercice, en fait, stoïcien, pour appliquer la physique, la logique, l'éthique, et que c'était des exercices pour lui, enfin disons, ça n'avait pas du tout l'objet, la prétention d'être publié, ces pensées, et que c'est son exercice quotidien. De prendre un peu de recul par rapport à ses pensées, à son action, et de se demander si ces pensées, ces actions sont conformes à l'ordre du monde ou pas. Et venant d'un empereur qui devait prendre quand même des décisions complexes chaque jour, c'est un exercice aussi, un exemple d'humilité, à savoir que tous les jours, il faut se poser ces questions. Tous les jours. Et pour finir, avant la pause, une phrase extrêmement célèbre d'Épictète. « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses, c'est-à-dire le sens que nous leur donnons. » Bon, ça, c'est la base de la logique. Quel assentiment donnons-nous à quelle représentation? Nous donnons quel sens à quoi et dans quel assentiment nous nous situons. Ça, c'est vraiment le cœur de l'éthique stoïcienne. Et Chrysippe donnera un exemple, mais on va faire la petite pause. Au deuxième volet de la logique, et ensuite je vous expliquerai quelques exercices donc pratiqués par les stoïciens. Alors, deuxième élément, deuxième discipline, la logique. La logique ou théorie de la connaissance. Cette logique, elle va dire deux choses. Elle va dire, d'une part, les objets ou extérieurs à nous, les circonstances, vont faire une empreinte dans nos sensations, dans nos perceptions. Et donc, il y a certaines représentations qui sont totalement objectives, indiscutables. Si on me marche sur le pied, j'ai mal. Ça, c'est indiscutable, c'est objectif. Ça existe depuis des milliers d'années. Mais, dans la logique ou cette théorie de la connaissance, il y a aussi l'idée que nous avons
pas simplement des sensations, des perceptions. Nous avons un discours intérieur, un discours rationnel, logique, c'est là notamment la logique, qui va donner, c'est là où il y a cette idée d'assentiment qui est très importante, donner son assentiment ou pas à la représentation objective. C'est-à-dire, on me marche sur le pied, ça me fait mal. Ça peut s'arrêter là. Si mon discours intérieur ne va pas ajouter, donner son assentiment à cette douleur et d'une douleur physique en faire une douleur psychologique. Il va marcher sur le pied, je vais me venger, c'est un bandit, je vais lui remarcher sur les pieds à la première occasion, vengeance, et il m'a fait mal et je ne reviendrai plus, et blablabla. Tout ça, c'est donner son assentiment, c'est-à-dire renforcer la représentation objective de la souffrance physique. Ça, c'est la liberté de l'homme, de sa logique, de pouvoir donner son assentiment ou pas. Et là, il y a un exemple, je vais vous donner 2 exemples qui ont été donnés par... l'un c'est Chrysippe et l'autre c'est Épictète. Chrysippe va nous donner l'exemple d'un cylindre. C'est la fameuse comparaison du cylindre pour qu'on comprenne bien la distinction entre l'aspect subjectif et objectif de la représentation. Représentation objective, marche sur le pied, j'ai mal. Représentation subjective, quel est tout le discours logique que je vais construire à partir de... Et il donne l'exemple du cylindre. Je vous le livre parce que c'est un des plus célèbres de Chrysippe. Tout l'enchaînement des causes et des événements, c'est-à-dire le destin, peut mettre en mouvement un cylindre. On prend un cylindre, ou aussi une boule de billard, à qui on va donner une impulsion. Mais, le cylindre n'enroulera pas moins selon sa forme propre de cylindre. C'est-à-dire, certes, le cylindre subit une impulsion extérieure qui va le mettre en mouvement, mais il n'en demeure pas moins qu'il va se mouvoir en tant que cylindre et pas en tant qu'autre chose. Parce qu'il obéit à la nature du cylindre. De la même manière, l'enchaînement des causes peut provoquer en nous telle ou telle sensation et nous donne ainsi l'occasion d'énoncer un jugement sur cette sensation. Et nous pouvons accorder ou non notre assentiment à ce jugement. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes mus, nous recevons à chaque instant des agressions, des circonstances extérieures, de l'environnement extérieur, mais il n'en demeure pas moins que nous aurons à vivre cela en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain, nous avons une raison, nous avons une logique qui nous permet de dénoncer tel ou tel jugement sur ce qui nous arrive. D'énoncer un jugement positif ou négatif, ou de ne pas énoncer de jugement. C'est là où les stoïciens situent la liberté humaine. Vous comprendrez mieux peut-être avec les exercices qui étaient pratiques. Alors, Chrysippe finit par dire « Cet assentiment, même s'il a été mis en branle par le destin, n'en aura pas moins sa forme propre, indépendante et libre. » C'est-à-dire que le cylindre est libre à la liberté du cylindre, c'est-à-dire de se mouvoir comme un cylindre. Alors ça semble un peu idiot pour un cylindre, la marge de liberté du cylindre, pour un objet, c'est quand même assez mécanique. Mais si vous faites l'analogie avec l'être humain, là vous verrez qu'on a quand même plus de marge de manœuvre. Ça c'est Épictète qui donne un autre exemple. Pour faire comprendre ça. Je cite Épictète. « Si en pleine mer, je perçois un coup de tonnerre et les sifflements de la tempête, je ne peux nier que je perçoive ces bruits terrifiants.
c'est la représentation objective. Là, je suis en pleine tempête et je me dis, c'est la tempête. C'est objectif. On va pas dire, non, non, c'est pas la tempête, non, tout va bien. Non, c'est la tempête. Cette sensation est le résultat de tout l'enchaînement des causes, donc du destin. Si je me contente de constater intérieurement que je suis confronté à une tempête, c'est-à-dire si mon discours intérieur correspond exactement à la représentation objective, je suis dans la vérité. Mais en fait, la perception de ces bruits va sans doute me plonger dans la terreur, qui est une passion. Sous l'empire de l'émotion, j'en viendrai à me dire intérieurement, me voici plongé dans le malheur, je risque de mourir et la mort est un mal. Si je donne mon assentiment à ce discours intérieur, provoqué par la peur, je serai dans l'erreur. Puisque mon choix existentiel en tant que stoïcien est qu'il n'y a pas d'autre mal que le mal moral. Là, je reviens à ce que je disais au tout début, le seul mal qui existe, c'est le mal moral, c'est-à-dire la mort n'est pas un mal, la tempête n'est pas un mal, la maladie n'est pas un mal, la vieillesse n'est pas un mal, car il n'y a de mal que de mal moral. Il faut réprimer ses émotions alors. Pas réprimer, parce que c'est là où, de mon point de vue, on en vient au contresens du stoïque, qui réprime et qui va développer un discours intérieur de déni. Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est la répression, ça. Ça, c'est pas stoïcien. Parce que de toute façon, ça casse. Il faut garder son sang-froid. Il faut garder son sang-froid, voilà, c'est-à-dire décrire, et ça c'est un des exercices que pratique Marc Aurèle tous les jours, décrire la situation de la manière la plus objective, la plus neutre, la plus dépassionnée qui soit. Et il est noyé. Il n'est pas évident que la panique soit salvatrice. Vous savez, dans beaucoup d'accidents de foule, etc., on se rend compte que les gens se tuent par panique. Non, non, mais c'est plus subtil. Mais le nombre de personnes qui se tuent en sautant par la fenêtre parce qu'il y a le feu, et que s'ils avaient été... Alors, oh, c'est facile à dire, bien entendu, mais l'éthique stoïcienne, c'est de dire pratiquer à partir de petites choses, des petites choses, sans arriver aux extrémités, évidemment qu'on cite toujours de la mort, de la tempête, hein, mais il n'est pas dit qu'on ait plus de chances de survie dans la peur ou la panique que dans l'équanimité, parce que s'il faut sauver le bateau, il faut quand même rester relativement tranquille, il ne faut pas perdre ses moyens, comme on dit. Bon. Hein? Voilà. Donc voilà l'autre exemple d'Épictète par rapport à la tempête. Il dit bon, ça c'est la tempête en mer sur un bateau, mais faites l'analogie avec ce qui vous arrive tous les jours et essayez donc de constater intérieurement ce qui arrive de la manière la plus objective possible. Et si le discours intérieur donne cet assentiment à cette représentation objective, on est dans la vérité et on est dans cette cohérence. Alors, ça suppose effectivement maîtriser, et c'est ça le principal point de l'éthique stoïcienne, arriver à maîtriser le discours intérieur, pour que le discours intérieur colle à la représentation objective. Et c'est ce qui va donner ce conseil stoïcien, fais en sorte d'aimer ce qui t'arrive, plutôt que de vouloir provoquer ce qui t'arrive, ou de se révolter contre ce qui arrive. D'arriver à aimer, à épouser la raison de ce qui nous arrive. Donc,
de manière générale, l'erreur, mais aussi la liberté, se situent dans les jugements de valeur que nous portons sur les événements. Donc, ce qui vous permet de comprendre que par rapport à l'éthique, donc cette foi, c'est de pouvoir toujours agir en distinguant ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Donc, c'est vrai que c'est un renversement par rapport à la manière courante de voir les choses, c'est-à-dire de porter des jugements, de qualifier ce qui nous arrive en bon, mauvais, positif, négatif, alors que là, il n'y a pas vraiment de suspension de jugement, parce que ça, c'est pas le propre des stoïciens, mais plutôt de faire correspondre le jugement à la réalité objective. Et c'est ce qui va donner cette notion donc d'indifférence que j'ai évoquée déjà, qui est de ne pas faire de différence entre les événements, mais vouloir aimer même d'une manière égale tout ce qui est voulu par le destin. Il parle d'aimer, mais il ne parle pas de bonheur. Hein. Si. Il parle pas. Oui. Oui, le bonheur stoïcien, c'est justement cette tranquillité de l'âme, cette ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, cette apathie. Vous voyez, c'était des noms qui ont un contenu un peu péjoratif aujourd'hui, apathie. Mais en fait, apathos, c'est être sans passion. Oui, mais notre destin, nous le forgeons. Pas sans réaction. Voilà, sans passion, mais ça ne veut pas dire sans réaction. Et là, j'espère vous montrer que le stoïcien montre qu'il y a toujours quelque chose qui dépend de soi, une réaction, quelque chose qui n'est pas du fatalisme. Ce qui va donner la notion dans l'éthique stoïcienne, la notion d'action appropriée. Action appropriée. Je trouve cet adjectif intéressant. Pierre Hadot l'emploie, il le reprend d'ailleurs à un auteur anglais. Plutôt que de rentrer dans le manichéisme, les bonnes actions, les mauvaises actions, parce que ça c'est très moral, c'est très manichéen, et le stoïcien n'est pas manichéen. De trouver à chaque instant les actions justes, cohérente, appropriée. J'aime bien cet adjectif, approprié. Par rapport à telle situation, quelle représentation, quelle réaction appropriée. Je trouve que c'est un adjectif qui donne bien l'idée de mesure aussi, de justesse par rapport à l'événement. Donc ça veut dire par rapport à un événement mineur, ne pas avoir une réaction démesurée, de faire d'un petit souci une montagne, ne pas non plus sous-estimer. Donc, c'est très intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, les critères sont assez simples en théorie, mais après, à chaque événement, face à chaque circonstance singulière, se demander quelle réaction, quelle action appropriée. Sachant qu'on est souvent tenté par des réactions extrêmes. L'extrême réaction, l'extrême violence ou le déni. Non, tout va bien. Les personnes comme ça va, oui, tout va bien. Vous sentez que rien ne va, mais oui, tout va bien. Ça, c'est la méthode Coué. Et la méthode Coué, c'est l'inverse de la méthode stoïcienne. On ne triche pas, on ne se raconte pas d'histoire, on ne se fabrique pas un discours positif, on ne positive pas, ça, c'est pas stoïcien du tout, mais on essaie de faire ce travail en profondeur sur le domaine de la représentation. Comment je me représente la chose et à quelle représentation je vais donner mon assentiment. Et ça peut dégonfler beaucoup de problèmes ou de conflits. Alors, quelques exemples. Par rapport à cet objectif, donc, de maîtriser le discours intérieur. Alors, ces exemples, on les a pas dans la littérature originelle, on les a dans la littérature tardive, de l'époque romaine, mais on peut penser que c'était dès le départ comme ça. Exercice de la définition.
Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les pensées, pour moi-même, de Marc Aurèle. Exercice de la définition. Et vous verrez, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que cet exercice de la définition? Arriver à écrire, ou je fais, non mais l'écrit est important, une définition physique objective de l'objet ou de la situation qui se présente à nous. C'est-à-dire par rapport, par exemple, à un événement ou une chose qui provoque notre passion, hein, c'est-à-dire qui chauffe un peu notre plan émotionnel. Que ce soit dans l'exaltation, l'exaltation de joie, soit dans le fait d'être extrêmement, de souffrir par rapport à une circonstance jugée malheureuse, jugée difficile. Donc, l'exercice consiste à prendre de la distance par rapport à cette circonstance, à cet événement, se dire « je suis un être humain doté de raison », j'ai une capacité de raison discursive, j'ai une logique, et je peux donc agir sur mes représentations. Et donc, c'est un effort, un exercice, qui est d'écrire une définition de l'événement, de la situation, de la manière la plus neutre, objective possible, en la débarrassant de tout ce qui est jugement, passion, émotion. Je décris. C'est une description. Comme je disais tout à l'heure, on m'a marché sur les pieds. Bon. Voilà. Ça, c'est objectif, personne ne peut nier, c'est un fait. On m'a marché sur les pieds. Point. Point. Parce que si on dit ça m'a fait mal, si je dis ça m'a fait mal, c'est que je donne mon assentiment à une sensation, qui est une sensation physique, qui est là. Mais c'est tout. C'est l'idée de ne pas ajouter une étiquette, justement, mal, bien, voilà, on est dans la description objective. Voilà. Donc, Marc Aurèle, on a certains exemples. Marc Aurèle donne des exemples. Alors, bon, c'est toujours très extrême et je sais que ça fait réagir, mais bon, c'est quand même des choses qu'il a écrites, donc autant ça l'inspire. Le voir, il explique que l'événement ou l'objet, il faut le voir lui-même tel qu'il est, en son essence, dans sa nudité, et se dire à soi-même le nom qui lui est propre. Un tel exercice consiste à s'en tenir à la réalité telle qu'elle est, sans y ajouter de jugement de valeur, inspiré par les conventions, les préjugés ou les passions. Et ce que l'on peut constater aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, c'est qu'en général, dans les discours qu'on entend, ce sont les conventions, les préjugés, les passions. Platon aurait dit les opinions. Donc, Platon n'était pas stoïcien. Platon va nous dire qu'il faut purifier les opinions par la dialectique. Bon, là, il n'y a pas la dialectique dans l'éthique stoïcienne, mais il y a cet exercice d'essayer de, carrément, c'est même plus radical, de couper court à l'opinion, à la convention, au jugement de valeur, de s'interdire le jugement de valeur, positif ou négatif. Alors on cite souvent les exemples donnés par Marc Aurèle qui sont très extrêmes. Il y en a deux qui sont très connus. L'un, c'est par rapport à la pourpre impériale. Vous voyez que Marc Aurèle était empereur. Et donc il était revêtu de la pourpre. Et son exercice à lui, c'était d'écrire
Cette pourpre impériale, c'est du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. C'est totalement vrai, c'est juste. Mais de la même manière que lorsque, à l'époque de César, il y avait les processions, hein, les victorieux, et qu'il y avait toujours quelqu'un à côté de l'empereur qui lui mettait la couronne de laurier sur la tête et qui lui répétait « tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien », pour pas que... Voilà. Là, c'est la même chose. Comment ne pas être fasciné, subjugué à l'honneur lié à la pourpre impériale? De se dire que ce n'est que du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. Ce qui est la réalité objective de ce qu'est la pourpre. Vous voyez que c'est une description où il n'y a aucun élément qu'on rajoute subjectif lié à la pourpre. Donc, se dire qu'on est habillé de poils de brebis mouillés du sang d'un coquillage, ça n'a rien de glorieux. Bon, c'est un exemple. Autre exemple, l'union des sexes. Ça vous intéresse, hein? L'union des sexes, c'est un frottement de ventre avec éjaculation dans un spasme d'un liquide gluant. Ce n'est pas romantique. Elisabeth, je suis d'accord, ce n'est pas romantique. Et ce n'est pas la réalité, la plus objective possible. Ah, parce que là, ça se discute. L'objectivité confond en quelque sorte le symbole et la réjouissance du symbole. Et là, dans la féminité, justement, c'est ce qui est en question. On matérialise quelque chose, en quelque sorte, en lui donnant une conséquence qui n'est pas objective. L'objectivité, c'est l'acceptation, en quelque sorte, de ce que le symbole représente. Dans la féminité, la masculinité. Ouh là là, mais tout ça est très compliqué. Moi, je vous dis ce que Marc Aurèle a écrit sur... Je savais que ça allait provoquer. Ah, ça c'est Marc Aurèle, c'est pas moi. Hein. Marc Aurèle, chapitre 6, strophe 13. Hein, vous achetez les pensées de Marc Aurèle et c'est un exemple. Je sais bien que l'union sexuelle, c'est très, très délicat. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, après, c'était évident, tout se discute. On ne peut pas être du tout d'accord avec cette vision, mais c'est un exercice, disons, qui était pratiqué pendant plusieurs siècles hein, dans l'école stoïcienne. L'exercice de la définition. D'arriver à une description la plus objective possible de quelque chose qui nous fascine ou qui nous fait horreur. Moi, je pense qu'il faut le pratiquer. Et vous verrez. Oui. C'est un exercice. Donc, c'est comme un exercice de yoga ou de tai chi ou de qigong. On peut avoir un avis que si on le pratique. Sinon. Deuxième exercice. Oui, et on s'en fiche qu'il soit parti. Oui. Ça, c'est anti-stoïcien. Et c'est pour ça que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas beaucoup évolué sur ce point. Parce que on aime bien quand même avoir raison, on aime bien se sentir exister par les passions, les opinions, et c'est là où on place notre identité. Rosine a une remarque très intéressante, effectivement. Oui, est-ce que le symbole a une place dans ce stoïcisme? Le symbole? Symbolique. Une représentation. Quand on dit représentation, c'est une représentation qui est forcément liée à une image, à une représentation intellectuelle, mais aussi symbolique, bien sûr.
Le symbole est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Donc, bien sûr, on va le trouver dans le stoïcisme. Mais quelle est la question, en fait? C'est un mode d'objectivation. Oui. C'est-à-dire, c'est la manière dont je m'approprie le réel pour l'objectiver par rapport à la différence qu'il y a entre l'objet et moi, sujet. Et c'est là où Marc Aurèle est un peu, je dirais, à côté de la plaque, c'est que quand, par exemple, lorsqu'il définit le pourpre, alors que le pourpre, dans la Rome antique, c'était le symbole du pouvoir. Mais bien sûr, on ne peut pas mettre en parenthèse que Marc Aurèle symbolisait ce pouvoir et le pratiquait, ce pouvoir, en même temps. Et là, il y a une contradiction. Mais bien sûr, mais... qu'on peut pas c'est un exercice. d'un revers de main. Mais je ne l'évacue pas d'un revers de main. Mais si, sous l'attente, Marc Aurèle fait ses exercices tous les jours, c'est pour prendre les meilleures décisions en tant qu'empereur. Et en tant qu'empereur, quand il y a des milliers de gens qui dépendent de votre décision, il faut que la décision soit la plus objective et rationnelle possible. C'est-à-dire ne pas se laisser entraîner par la fascination du pouvoir. Marc Aurèle, il a combattu toute sa vie. Bon, si vous voulez bien, je vais finir mes exercices. Hein? Deuxième exercice, se reconnaître comme partie du tout. S'élever à la conscience cosmique, s'immerger dans la totalité du cosmos. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà vu chez les platoniciens, chez les aristotéliciens, mais qui est très fort chez les stoïciens, puisqu'il y a une unité organique, donc chaque être humain est une parcelle du tout. Donc se reconnaître comme partie du tout, c'est-à-dire que son action va avoir une répercussion sur le tout, puisqu'il y a une solidarité entre l'individu et l'univers. Voir toute chose dans la perspective de la raison universelle. C'est un exercice d'imagination qui consiste à voir toute chose par un regard d'en haut porté sur les choses humaines. Regard d'en haut ou regard un peu tout petit peu plus extérieur. Ça oblige, ce qu'on avait déjà vu, mais que les stoïciens reprennent, une obligation de décentrage un peu par rapport à ce qui nous arrive et de replacer ça dans la perspective de la raison universelle. Autre exercice très intéressant, voir à chaque instant les choses en train de se métamorphoser. C'est-à-dire ne pas être pris par les apparences de fixité des choses ou de fixité des événements, mais de rentrer dans ce miel qui coule. De voir les choses toujours en train de se métamorphoser, de se transformer, c'est d'être dans le flux de la vie. Et ne pas cristalliser, figer les choses par nos jugements. Comme ça, c'est toujours Marc Aurèle qui dit « Comment toutes choses se transforment les unes dans les autres. Acquiert une méthode pour le contempler. Concentre sans arrêt ton attention sur cela et exerce-toi sur ce point. Observe chaque objet et imagine-toi qu'il est en train de se dissoudre, qu'il est en pleine transformation, en train de pourrir et de se détruire. » Parce que des autres sources, causes de souffrance, c'est de s'imaginer que cet objet, il va toujours être là, pareil. C'est pas très important pour un stylo, parce qu'on sait qu'on va le jeter, qu'on va en acheter un autre. Mais pour un être humain, pour nous, c'est plus embêtant. Parce qu'on s'imaginerait toujours être beau, jeune, riche, en bonne santé, et que malheureusement, on s'aperçoit que le réel est autre chose. Et que si on s'exerce, parce que rien de tout ça n'est évident, et que si on s'exerce à se voir en train de se métamorphoser, de vieillir, devenir malade et de demain mourir, non, c'est pas gai, mais c'est pas triste non plus, parce que les souffrances viennent souvent du décalage entre ce qu'on voudrait et ce que l'on observe.
Donc là, c'est le travailler sur les artifices. Et moi, je serais d'accord avec vous si dans notre société, par exemple, qui est une société très artificielle, tout le monde était heureux. On dirait super les artifices, super les crimes anti-rides, super les liftings, je sais pas, super la négation de la maladie ou de la... Mais il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas. Pas du tout. Qu'il y a encore un peu de peur de la vieillesse, de la maladie, voire de la mort. Donc, posons-nous la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu cohérent dans ce que ces stoïciens disaient ? Méditer sur la mort, ça, c'est une constante. Méditer sur la mort, toujours imminente, que l'on acceptera comme une loi fondamentale de l'ordre universel. Et ça, c'est ce qui vous donne le principe stoïcien. Il faut accomplir chaque action de la vie comme si c'était la dernière. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est triste. À voir. Pourquoi ? Parce que ça provoque une mobilisation des moyens. Il me reste 24 heures à vivre. Je me repose. Ah. Là, vous voyez la différence des natures humaines. Certains vont dire, bon, bah, ça vaut pas le coup de faire quoi que ce soit, il y a trop peu de temps. Et d'autres qui vont dire, et ça c'est quand même l'objectif de Marc Aurèle quand il dit ça, qu'est-ce que je peux faire en 24 heures que je n'aurais pas à regretter de ne pas avoir fait. Et... Comment ? J'appelle tous mes amis pour qu'ils me remettent. Voilà, bonne chance. Alors là, tu vises très haut. Une certaine naïveté sur la nature humaine, mais c'est bien de rester naïf. Peut-être. Tu vises un peu haut, à mon avis, mais bon. Surtout dans notre société où un événement chasse un autre. Faut pas trop se faire d'illusions sur notre pérennité. Mais, justement, tablons sur des choses qui ne dépendent pas des autres. C'est plus sûr. Consentir avec gratitude et amour aux événements voulus par la raison immanente ou au cosmos. Bon. L'examen de conscience ou le bilan de fin de journée. Ça, c'était un exercice que les chrétiens vont reprendre dans les monastères. Bilan de fin de journée, ne jamais s'endormir, comme un peu les pythagoriciens déjà à l'époque, sans s'être demandé qu'ai-je omis, qu'ai-je fait. Voilà. Pour toujours cette idée de prendre un peu de distance. On dit aujourd'hui, l'expression triviale en est le nez sur le guidon. Bon, voilà. Donc là, on sort un peu le nez du guidon et on est capable d'observer le plus objectivement possible qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Sans jugement. Sans jugement. Et si par contre on trouve des actions qu'on pense justes, droites, rationnelles, à ce moment-là, ça peut donner un critère. D'abord parce qu'on se sent, comme dirait Kant beaucoup plus tard, avec le sentiment du devoir accompli, et ça peut inspirer la journée suivante. Le critère, il est assez simple, c'est la souffrance ou le bonheur, puisque pour les stoïciens, si on agit à côté de la loi, on va souffrir. Et c'est ce qui permet de faire l'inflexion. Dernière chose qui me semble très très importante, c'est ne pas seulement consentir aux événements lorsqu'ils sont arrivés, mais s'y préparer. C'est-à-dire la vie comme aussi un ensemble de préparation à la mort. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà chez les platoniciens, qu'on va retrouver chez les stoïciens, qu'un gars comme Montaigne va largement reprendre, puisqu'il est très, très fasciné par les stoïciens. S'y préparer, c'est-à-dire que un des exercices stoïciens les plus célèbres consiste dans le pré-exercice, l'anticipation, la prévision des maux à venir.
dans l'exercice préparatoire aux épreuves. C'est-à-dire, plutôt de se dire, bon, de toute façon, on verra bien quand l'épreuve va arriver, se dire en quoi je peux me préparer intérieurement à l'épreuve qui de toute façon va arriver, sachant que l'ultime épreuve, c'est la mort. Donc, et il faut vraiment bien comprendre cet aspect, c'est pas de la morbidité, c'est pas de l'obsession de la mort, ou de la vieillesse ou de la maladie, mais c'est une manière de ne pas être surpris. L'apprivoiser. L'apprivoiser. Déjà dans ses représentations, avant de l'apprivoiser concrètement. C'est-à-dire se rendre familier d'eux. Alors, vous aurez des personnes qui vous diront « Oh là là, mais le fait de penser à des mots, c'est le meilleur moyen de les faire arriver. » Bon, oui. Vous avez jamais entendu ça? Non, je ne vais pas penser à ça parce que ça porte malheur. Bon. Ça, ce n'est pas stoïcien. Tout simplement, on va dire ça, c'est pas stoïcien parce que c'est, au contraire, permettre à l'événement d'arriver tout en gardant cette tranquillité de l'âme. Cette ataraxie, c'est-à-dire cette absence de trouble. Alors, évidemment, ça va jusqu'à le fait d'accueillir la mort comme une familière, comme quelque chose d'inexorable, de naturel, contre lequel la plus grande stupidité serait de se révolter contre. Alors, donc se représenter à l'avance les difficultés, les revers de fortune, les souffrances et la mort. Philon d'Alexandrie, qui est plus tardif, disait à propos des stoïciens, « Ils ne fléchissent pas sous les coups du sort, parce qu'ils en ont calculé à l'avance les attaques. Car parmi les choses qui arrivent sans qu'on le veuille, même les plus pénibles sont allégées par la prévision. Quand la pensée ne rencontre plus rien d'inattendu dans les événements, mais émousse la perception, comme s'il s'agissait de choses anciennes et usées. » Donc, il n'y a plus de surprise. Okay, j'ai expliqué, source de la souffrance entre ce qui arrive et ce qu'on aimerait qu'il arrive. Là, comme c'est prévu, ressenti, anticipé, il y a un accueil qui se fait. C'est ça que les stoïciens appellent l'ataraxie. L'absence de trouble. Ataraxie. A-T-A. Vous avez deux concepts. Ataraxie, absence de trouble, et apathie, toujours avec le A privatif, l'absence de passion, c'est-à-dire d'excès. Ataraxie, absence de trouble. Et la notion de trouble, c'est intéressant. Quand on est troublé, on y voit plus clair. Une solution qui est trouble. Comment? Le rêve. Quel rêve? S'évader dans le rêve, il n'y en a pas là. Mais s'évader où? Dans la mesure où on fait partie d'un tout. Comme disait Marc-Aurèle, on peut se rebeller, on peut se révolter, et on devient hors du monde. On devient un exilé du cosmos. Oui, enfin, moi disons, voilà, je pousse un peu dans l'autre sens parce que je trouve qu'on a trop interprété le stoïcisme comme du fatalisme. Et comme une manière de tenir les peuples sous le joug, et je crois que c'est pas du tout ça. Donc, bon, après. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la liberté. Et moi, je dis pratiquez ce type d'exercice, et vous verrez, parce qu'il y a à mon avis que ça va faire, si vous vous sentez plus libre ou moins libre. Voilà. Je
Je crois que c'est ça le critère, parce que c'est la seule conscience intime que l'on peut avoir, ou si ça aide à être plus serein, plus tranquille, ou plus déprimé. Bon, donc voilà, je vous donne les petits exercices. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Oui. On va arrêter là pour aujourd'hui, pour les stoïciens. Et la semaine prochaine, on verra les épicuriens qui ont un mode de vie qui n'est pas très éloigné du mode de vie stoïcien, avec une physique extrêmement différente. C'est ça qui est très amusant, une physique pratiquement opposée à la physique stoïcienne et un mode de vie très proche. Parce que les épicuriens sont aussi pour un mode de vie extrêmement austère. Frugal, peut-être même plus que les stoïciens. Bon, je vous laisse bien réfléchir à tout ça, pratiquer les exercices.